C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour Traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas, des bouchées absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 514-326-8665. Depuis toujours, pour vos parties d'associations régionales, journées récréatives, festivals, baptêmes, communions, mariages, fêtes de famille, concerts évangéliques, conférences, réunions, votre référence en sonorisation s'appelle Sono Musique. Aujourd'hui, la division sonorisation de Sono s'associe avec des ingénieurs, techniciens, preneurs de son, avec des équipements classés parmi les meilleurs dans l'industrie. La capacité de fournir le matériel, de l'installer rapidement sur la scène de plusieurs événements, c'est l'affaire de Sono Musique. Seul en tête de liste, 514-723-6101. 514-723-6101. Il existe plusieurs moyens de participer au développement de son milieu. Conserver son moyen de communication en est un. Alors, à vous, chers amis auditeurs et complices de CEPAM, nous demandons deux choses simples qui devraient nous permettre de passer à travers les épreuves les plus difficiles. Participer à toutes nos activités et surtout, encourager toutes les entreprises qui nous confient la promotion de leurs produits et services. Notre force, votre indéfectible solidarité, votre dynamisme à toute épreuve. CEPAM, c'est pas nous toutes. CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Exactement 17h35. Plus tôt dans la journée, on a parlé à Amandine Alejandra, qui est professeure à l'école de design de l'UQAM. On va donc vous présenter cette entrevue réalisée par Amandine, avec, je dirais, Amandine Alejandra, qui est donc professeur à l'UQAM. Alors, dans un instant, mesdames et messieurs, on va vous présenter cette entrevue réalisée avec Amandine Alexandra, qui est professeure donc à l'école de design de l'UQAM. Nous avons avec nous en ligne Amanda Alessandra, professeure à l'école de design de l'UQAM. Bon après-midi, Madame Alessandra. Bon après-midi, Jean-Pierre. Merci de me recevoir. Ça va bien? Oui, merci.
Alors, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en parle et on parlera de l'intelligence artificielle pour peut-être les prochaines années, mais ça commence à attaquer des symboles. Entre autres, on croit que dans les prochaines années, ben, la photographie ne sera qu'un vague souvenir, en tout cas la photographie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut dire que ce sera un vague souvenir. Elle va évoluer. Elle va être là. Elle va être là de plus en plus, de même qu'elle a envahi nos vies. Il faut se rappeler que nos arrière-grands-parents, par exemple, avaient très peu accès à des photographies. On faisait des photographies le jour de son mariage ou peut-être aux enterrements. Puis notre génération a commencé à faire des photos anniversaires. Et puis là, maintenant, des photos, on en prend et on en partage tout le temps. Et puis on en prend et on en partage tout le temps, mais des fausses aussi. C'est-à-dire que ça fait quand même un petit moment, par exemple, que les plus jeunes utilisent ne serait-ce que la réalité augmentée, par exemple, pour augmenter leurs images sur Instagram. Donc de l'image transformée, factice, ça fait un petit moment finalement que c'est déjà passé dans les mœurs. Si on regarde le genre d'images que les gens partagent sur TikTok ou Instagram ou Snapchat, ce sont déjà des images où les gens peuvent s'ajouter des petites oreilles ou changer leur physique. Donc c'est déjà quelque chose qui est passé dans les usages vraiment quotidiens. Et c'est un petit peu pour ça aussi, professeur, que j'ai pris le temps de dire la photographie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que la photographie du futur, ben, ça va être totalement high-tech. C'est vrai aussi si on se réfère à un temps, et je pourrais remonter à 30 ans, exemple, ben, c'était une autre forme et ça permettait littéralement à des gens de vivre, de faire une profession de photographe. Aujourd'hui, tout le monde, à cause de cette technologie de pointe, tout le monde peut se vanter d'être photographe. Oui, vous avez tout à fait raison, Jean-Ernest. En effet, là où avant il fallait des maquilleurs, des maquilleuses, ou des gens pour construire un décor, des gens pour faire la lumière, peut-être des gens pour nous aider à choisir des vêtements, et puis surtout un photographe ou une photographe très qualifiée, maintenant finalement, en nourrissant une application ou une plateforme avec des images, avec une banque de données par exemple de notre image, on peut générer des images, bon, on va dire parfaites avec beaucoup de guillemets, mais en tout cas avec un de qualité publicitaire. Après, si on regarde dans les détails, il y a des choses un peu bizarres dans les yeux, dans les doigts, mais quand même la qualité d'éclairage, de coiffure, de maquillage aurait été impensable en fait pour une personne toute seule à générer en quelques minutes, il y a quelques temps. Maintenant, c'est tout à fait accessible et oui, effectivement, le fait de faire des images de qualité, encore une fois, avec des guillemets, c'est accessible. C'est ce qu'on appelle le word to image, text to image, c'est-à-dire qu'on va rentrer un prompt, une consigne, en disant, voilà, je voudrais, soit partir de zéro et je voudrais, et on fait marcher son imagination, on dit exactement ce qu'on voudrait, ou on peut reprendre des images de soi et dire comment est-ce qu'on voudrait qu'elles soient retravaillées, en changeant les vêtements, la lumière, l'âge, l'humeur, tout ça, ça se change. Et est-ce que on dit que c'est tant mieux ou alors on dit que la technologie va peut-être un peu loin parce qu'il s'agit quand même de l'intelligence artificielle qui peut, vous l'avez dit, changer les choses et les perspectives. Mais je regarde la chose sur l'angle du travail que vous faites tous les jours. Vous êtes un professeur de design et ça a à voir avec la photographie, le décor, etc. Est-ce que les élèves, les étudiants aujourd'hui disent tant mieux, nous vivons dans une ère d'ouverture et tant mieux pour nous, nous allons faire les choses différemment, ou est-ce qu'on commence à regretter cette forme d'évolution-là? C'est vraiment une bonne question. C'est partagé. C'est sûr évidemment qu'il y a une inquiétude, que certaines se posent un peu la question, mais qu'est-ce qu'on va nous enseigner si n'importe qui peut faire tout ça? Pourquoi est-ce qu'on va étudier tout ça? Donc d'un côté, il peut y avoir une inquiétude, mais au final, il faut se rendre compte qu'aussi, déjà, qu'on la valide ou pas, l'intelligence artificielle est là pour rester pour et évoluer. Et évoluer. Qu'on soit pour ou contre,
obligé de faire avec. Par contre, le bon côté, c'est que tout d'un coup, on se retrouve avec les étudiants, la qualité de rendu des étudiants est extraordinaire, c'est-à-dire des choses, des rendus qui étaient bien il y a quelques années, tout d'un coup, on a des rendus, mais de qualité professionnelle extraordinaire, c'est-à-dire que c'est des choses qui avant auraient pris des équipes entières de gens, que tout d'un coup, un étudiant est capable de rendre. Après, je pense que ce qu'on apprend aussi à l'école, c'est à faire la part des choses entre quelque chose qui est un peu waouh, qui est un peu séduisant, une image qui est séduisante mais qui creuse, et un bon concept. Parce que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable de créer une image séduisante, mais si le concept n'est pas là, si la sémiotique n'est pas là, si la construction de sens passe un peu à côté, bah, ça sert toujours à rien. Et finalement, on appuie d'autant plus là-dessus dans notre enseignement, la capacité à créer un regard critique et éthique sur les propositions de l'intelligence artificielle, mais aussi le fait d'avoir des références, c'est-à-dire que pour demander quelque chose à l'intelligence artificielle, il faut être capable d'avoir des références d'histoire de l'art ou de design. Donc voilà, on est obligé de faire avec et on regarde de l'avant, mais évidemment qu'il y a une inquiétude. Et c'est sûr que beaucoup de métiers vont disparaître, mais il faut savoir aussi que beaucoup de métiers qui vont exister d'ici 10 ans n'existent pas encore. Donc certains vont disparaître, mais d'autres vont apparaître. Donc c'est comme ça qu'on le voit et là-dessus qu'on construit. Oui, parce que des fois, hein, on peut être en avance sur le temps et cette intelligence artificielle risque de surprendre le public pour lequel elle se développe, n'est-ce pas, face à un public qui ne saurait, qui serait incapable d'apprécier cet art-là, ce niveau d'art-là, je préfère dire. C'est que des fois, ça se voit pas toujours que c'est de l'intelligence artificielle. Ce qui est aussi un danger d'ailleurs. J'imagine que vous avez vu les photos du pape qui ont circulé cet été, où on le voyait avec une très grosse veste, qui lui donnait un peu l'impression, l'air d'une star. En fait, ce moment n'a jamais existé, mais il a été photographié avec un style de photo-reportage et elle a circulé. Et on pourrait très bien... et maintenant, cette image, on la retrouve sur Google. Quand on cherche des images du pape, on retrouve ces images aux côtés d'images réelles. Donc peut-être que d'ici quelques temps, on peut imaginer que d'ici 20 ans, on ne sache plus trop ce qu'est une vraie image, ce qu'est une image générée ou une image d'un moment qui a vraiment existé. Donc ça ne se voit pas toujours. C'est vrai qu'il y a une certaine esthétique intelligence artificielle quand on va sur certaines plateformes comme Midjourney ou Dall-E. Mais quand on apprend à naviguer les prompts, et à dire qu'on veut un style particulier, une lumière particulière, une ouverture particulière, on peut un petit peu se dégager de cette touche Midjourney qui est très marquée sinon. Alors, ça ne se voit pas toujours. Alors, ce qui m'inquiète, moi, c'est, je parle pour moi-même, je suis homme de mon temps, c'est vrai, je veux évoluer. Mais dans les développements, quelquefois, on en refuse pour des questions d'éthique. Exemple, aujourd'hui, si on avait continué dans le sens, on aurait pu choisir le type de bébé qu'on veut, la couleur, le sexe et tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, avec un développement qui serait débridé, qui irait dans tous les sens. Non, on a dit non, il y a des questions d'éthique. Mais lorsqu'on parle de photographie, je ne m'imagine pas qu'on va développer une forme d'éthique à part la nudité. Hein? Donc, on pourra se laisser aller jusqu'à l'infini. C'est ce que je vois. Et je me demande encore une fois, en quoi ça pourrait être bon? En quoi on pourrait parler de développement si lorsque je me présente à Amandine comme étant le plus beau, le jeune homme de la Terre et qu'en réalité je ne suis qu'une vieille chaussette, qu'est-ce que ça change dans le fond? Je pense qu'en effet, il y a des questions éthiques encore plus graves que celles-là qui se posent. Ça, c'est certain, on ne peut pas regarder ailleurs. La différence avec la question éthique de faut-il designer des bébés, c'est que cette technologie-là n'était pas entre les mains de tout le monde, donc on a pu l'arrêter à temps. Alors que l'intelligence artificielle est déjà entre les mains de tout le monde et tout le monde peut déjà entraîner ses propres GPT, ses propres... Donc ça va être très difficile de l'arrêter, de poser des limites, mais c'est sûr qu'il y a des questions très très importantes. Déjà,
l'intelligence artificielle qui génère des contenus, que ce soit des contenus écrits ou d'images en mouvement, utilise les contenus créés par les gens dont elle va prendre le travail. Donc ça, c'est quand même extrêmement problématique. Où il y a aussi la question de la diversité. Par exemple, l'intelligence artificielle est utilisée par certaines marques pour simuler une diversité dans la publicité. Mais est-ce que c'est vraiment de la diversité si un mannequin issu de la diversité, donc je peux dire de genre, de corporalité ou racisé, n'a pas vraiment été embauché? Est-ce qu'on apporte des vraies solutions si on n'emploie pas des vraies personnes issues de ces diversités, mais qu'on les imite? Finalement, il y a vraiment quelque chose de problématique parce que la compagnie se donne une certaine image, mais au final, elle n'a pas changé les choses. Elle n'a pas employé des gens mais elle fait semblant d'en avoir employé, en fait. Donc ça, c'est l'une des choses. Voilà, après, c'est sûr, il y a aussi bien sûr la question des fake news et de la véracité des images. Bon, ça, c'est un problème qu'on avait déjà avec Photoshop, de toute façon. Mais oui, voilà, il y a beaucoup de problèmes éthiques, de questions éthiques aussi, de droit à l'image et de... Et quand on dit, cette expression existe depuis belle lurette, qu'on ne peut pas arrêter le progrès, est-ce qu'on ne doit pas évaluer d'abord ce que c'est que le progrès pour qui et le progrès pourquoi? En quoi ça va rendre la vie de l'humain plus facile sur Terre? Ce type de changement-là, est-ce que c'est des changements pour des changements, mais qui n'amènent rien de bon à l'ensemble de la collectivité? Ça dépend du... Si on parle de l'intelligence artificielle en général, je pense que ça peut apporter des choses très souhaitables, par exemple au niveau médical. Ça va aider, par exemple, l'intelligence artificielle peut détecter beaucoup plus facilement certaines tumeurs. Parce qu'ils scannent des bases de données, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides et apparemment assez précis. Donc, il y a quand même évidemment, il y a de bons côtés, mais la question, c'est toujours quelle utilisation va être faite de cette chose-là. Pour la photographie, ça va nous permettre de générer plus de photographies de meilleure qualité plus vite. Mais est-ce que c'est meilleur pour l'humanité d'avoir plus de photographies plus rapidement, plus de qualité plus vite? Je ne sais pas. Après, on se rend compte aussi que ces outils qui nous permettent de travailler plus vite, ça ne fait pas qu'on travaille moins, ça fait qu'on travaille plus. Parce qu'on peut faire plus de choses plus vite. Donc, on porte peut-être moins d'attention à ce qu'on fait, on en fait plus, mais pas forcément avec le même niveau d'approfondissement que quand on faisait une seule chose à son bureau et quand on rentrait chez soi, on n'avait plus d'Internet, on n'avait plus de communication avec l'extérieur et tout d'un coup, on a tous ces outils, mais on en fait juste plus. Et puis, j'imagine aussi que la professeure qui enseigne le design, la photographie, va faire une remontée dans le temps par rapport à ce qu'a été la photographie, le plaisir qu'on prenait de découvrir cette photo qui est prise, n'est-ce pas, après l'avoir transité par la chambre noire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, non, plus ça, il n'y a plus rien comme ça. Peut-être que les étudiants et étudiantes seront amusés, mais l'instantanéité ne tente-t-elle pas de tuer comme le plaisir de voir son œuvre, n'est-ce pas, puisqu'elle est là, présente, même avant de l'avoir créée? Oui, mais en même temps, tout d'un coup, le fait d'avoir l'impression d'être le créateur ou la créatrice d'une œuvre est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas de connaissance ou de talent particulier en design ou de connaissance particulière en design peut se sentir créateur ou créatrice en rentrant quelques mots et hop, en plus l'intelligence artificielle va faire une partie du travail, tout ce qu'on n'a pas imaginé, elle va un peu combler les manques. Donc tout d'un coup, ce plaisir devient devient accessible à tout le monde. Mais c'est intéressant parce qu'au moment où les étudiants ont accès à toutes ces technologies très high-tech depuis leur poche, en fait, depuis leur cellulaire, on voit aussi un intérêt pour l'imprimé qui revient. C'est-à-dire qu'à l'école de design, on s'est demandé à un moment, est-ce qu'on garde notre chambre noire, est-ce qu'on garde notre presse typographique, est-ce qu'on garde ces technologies, est-ce que c'est pertinent? Et en fait, ce sont les étudiants qui nous ont apporté la réponse parce que, oui, finalement, il y a une immense demande pour ces technologies, du faire avec les mains, du faire qui prend du temps. Par exemple, écrire un mot, écrire sur notre ordinateur qui nous prend quelques secondes,
Écrire avec une presse typographique, ça prend une demi-journée. Quand on n'est pas entraîné, ça prend une demi-journée pour faire 4 lignes. Mais les étudiants sont très en demande de ces processus, de comprendre comment c'est fait et d'être dans l'instant présent quand ils travaillent, d'être extrêmement concentrés en fait, parce que ça prend du temps et de la concentration pour avoir quelque chose de bien fait. Donc c'est assez intéressant cette espèce de va-et-vient entre les nouvelles technologies et des technologies plus anciennes, voire archaïques. Amandine Alessandra, professeure à l'école de design de l'UQAM, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi d'un sujet très passionnant, ma foi. Merci beaucoup, Jean-Pierre, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.